Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants des partis dans la Loire pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Un rendez-vous animé chaque semaine par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du débat politique dans la Loire. C'est Résilience, avec une émission spéciale, une émission qui va durer 52 minutes et un sujet complexe qui est le suivant. À la suite d'un débat parlementaire et du projet de loi relatif à la bioéthique, votre avis sur le diagnostic prénatal, de la procréation médicalement assistée, de la gestion pour autrui, de la recherche sur l'embryon ou encore de l'euthanasie. Et pour débattre aujourd'hui, j'accueille Jean-Jacques Ladet. Bonjour, vous êtes conseiller départemental PS de Roanne et médecin, tout jeune médecin retraité. Robert Carulac, vous êtes secrétaire départemental Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Olivier Longeon d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Et Lionel Boucher, président de l'UDI dans la Loire. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Jean-Jacques Ladet. Je le disais, vous êtes donc tout jeune médecin retraité. Alors, la bioéthique, c'est quoi, en quelques mots? Alors, la bioéthique répond à l'évolution considérable des connaissances aujourd'hui en matière de procréation, mais aussi en matière de soins au corps. Et on se rend compte aujourd'hui que cette connaissance fondamentale, cette connaissance appliquée, nous amène à nous poser un certain nombre de questions, et en particulier de questions éthiques, puisque nous touchons à la vie, nous touchons à la mort, et nous touchons bien sûr au corps et au corps humain. Donc on est là sur une évolution notable de nos capacités d'intervention, et à ce titre-là, la bioéthique se doit de nous donner tous les éléments nécessaires, recherche, discours et pratiques, nous permettant de répondre à ces nouvelles questions éthiques. Alors, il faut peut-être préciser ce que c'est que l'éthique, parce que la différence entre éthique et morale est toujours un petit peu difficile à saisir. Il y a la référence à la morale, bien sûr, elle est importante. Je crois que la morale fait référence à des valeurs qui sont marquées par leur éternité et par leur intemporalité. Et l'éthique a pour mission, quelque part, de mettre en œuvre ces concepts moraux en tenant compte, bien sûr, de la culture des communautés humaines considérées, mais aussi en acceptant une certaine temporalité. C'est peut-être ce qui fait la différence entre l'éthique et la morale. La morale, elle pourrait être universelle. La morale, elle pourrait être intemporelle, alors que l'éthique morale en application, elle est temporelle et elle est aussi adaptée aux communautés humaines à travers leur propre histoire. Merci beaucoup. On va commencer par votre avis sur le diagnostic prénatal de la procréation médicalement assistée. Et bien, on commence avec vous, docteur. Alors, la procréation médicalement assistée, elle fait beaucoup débat actuellement. On en parlera peut-être tout à l'heure à travers l'ouverture qu'ont fait les députés sur les couples de femmes et sur les femmes seules. Donc, il y a eu un débat important, compliqué, difficile entre les députés et les sénateurs, les députés préconisant l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes isolées, les sénateurs défendant l'idée de la procréation médicalement assistée comme simple, entre guillemets, simple réponse aux situations d'infertilité. Donc, il y a déjà un débat important autour de la procréation médicalement assistée. Cette procréation médicalement assistée, elle permet effectivement d'aller vers le diagnostic prénatal ou diagnostic anténatal, c'est-à-dire tous les moyens que nous donne la biologie et les technologies
pour porter un diagnostic sur l'embryon et sur le fœtus. Je crois que éthiquement, on est là sur une dimension intéressante parce que se pose à un moment donné la question de la souffrance. Et cette souffrance, elle peut être liée à des antécédents génétiques portés par une famille qui ne souhaite pas accueillir un enfant marqué par une maladie particulière. Et c'est ça l'intérêt du diagnostic prénatal, c'est de pouvoir porter un diagnostic sur une pathologie grave portée par l'embryon et proposer à ce moment-là au couple et à la mère porteuse une interruption médicale de grossesse. Donc, c'est bien caractéristique de la réflexion bioéthique, c'est qu'à un moment donné, il y a une souffrance sur laquelle la médecine va apporter de plus en plus de réponses, mais cette souffrance se confronte à l'existence d'un tiers. Et ce tiers, en l'occurrence, c'est le fœtus. C'est le fœtus en potentialité humaine, mais c'est aussi le tiers social. C'est-à-dire que derrière tout ça, les décisions qui sont prises, qui sont potentiellement données au couple, permettent d'interroger le tiers social et le tiers sociétal. Et à travers ça, on est sur une difficulté qui est celle de valider l'interruption de grossesse, médicale de grossesse, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller dans la réalité de l'interruption médicale de grossesse, la qualification de la pathologie fœtale étant en elle-même quand même très compliquée. Donc on voit bien qu'il y a là une souffrance, une réponse possible, un choix parental qui est un choix parental très difficile, mais il y a aussi un impact sur la société et tout ça symbolise bien aujourd'hui la difficulté du diagnostic prénatal. Lionel Boucher, votre réflexion sur la question? Écoutez, déjà, la question que vous posez, Jean-Marc, elle est extrêmement exigeante parce qu'elle fait appel, évidemment, à ce que nous sommes en tant que responsables de partis politiques, mais elle fait surtout appel à ce que nous sommes en tant qu'hommes et de la manière dont nous sommes chacun construits, mus par nos valeurs, nos pensées, nos religions pour certains. Et c'est un sujet qui est difficile à aborder. Donc, je prendrai déjà une première précaution, moi, en rappelant que pour moi, il y a une sacralité de la vie humaine, de la naissance jusqu'à la mort. Une fois ce cadre posé, on peut effectivement s'interroger sur un certain nombre d'adaptations à la société, à la vie humaine. Alors, puisqu'il s'agit là, puisque le sujet est très vaste, mais si on parle de PMA, on ne peut pas oublier la notion de GPA. Et autant sur la procréation médicalement assistée, moi j'y suis à titre personnel favorable, puisqu'il s'agit d'accompagner la vie et qu'on sait la difficulté, notamment pour un certain nombre de couples infertiles, d'avoir cette possibilité d'avoir des enfants. Je n'oublie pas qu'à travers ça, il y a toute la problématique du travail sur l'embryon, sur cette notion d'eugénisme possible, puisque à partir du moment où on vient de travailler sur cette matière humaine, toutes les possibilités sont ouvertes. Donc, moi, j'aurais envie, au début de ce débat, de cet échange, de rappeler que ce n'est pas parce que la science nous ouvre des opportunités qu'il faut que nous répondions à celles-ci. Je vous le disais, sur le sujet de la PMA, j'y suis favorable. Sur la gestation pour autrui, je le suis beaucoup moins. Alors évidemment, je le suis moins parce que j'ai eu des enfants et que pour moi, la question ne s'est pas posée en ces termes. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi rappeler que le corps n'est pas à vendre, que ce soit pour un don ou que ce soit pour
justement apporter la vie. Je crois que on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, mais je vais laisser circuler la parole et j'imagine que nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets-là. La parole à Robert Carulac. Sur la bioéthique, j'ajouterais simplement qu'il y a des considérations qui ont été évoquées d'ailleurs, d'ordre philosophique, d'ordre anthropologique aussi, qui doivent être prises en compte. C'est-à-dire, pour ce qui concerne l'anthropologie, le fait que lorsqu'on agit sur la vie, on court le risque de, à terme, modifier l'espèce humaine dans son devenir. Et ça, on ne peut pas l'exclure. Hein, comme le disait Lionel Boucher, ce n'est pas parce que la science rend possible un certain nombre d'évolutions que ces évolutions sont nécessairement souhaitables. Il y a aussi évidemment des dimensions de nature psychologique, hein, puisque ce sont des personnes qui sont impliquées dans ce type de choix, qui ne sont pas sans conséquences sur leur avenir personnel, mais aussi sur l'avenir des enfants qui pourraient naître ou ne pas naître de ces choix-là. Donc je crois qu'il faut vraiment s'armer de beaucoup de précautions. C'est vrai que le désir d'enfant est le plus beau qui soit, au fond. Fonder une famille, avoir envie de s'inscrire dans une continuité, dans une histoire, élever des enfants, leur transmettre ce que nous sommes et en même temps leur permettre d'accéder à l'autonomie et à une vie libre par l'éducation qu'on leur donne, c'est évidemment un des plus beaux projets qui puisse être dans l'existence d'un individu. Néanmoins, on peut se poser des questions aussi, au-delà des droits de la personne, du droit à avoir des enfants, qui est discutable d'ailleurs en soi, on peut se poser aussi la question des droits de l'enfant. Et notamment, on sait que la généalogie, la filiation et la connaissance de cette généalogie, de cette filiation, sont essentielles souvent dans la construction de soi que l'on est appelé à faire lorsqu'on est enfant, mais aussi tout au long de notre existence. Donc sur la PMA, je serai un peu plus réservé. La PMA pour tous, et donc pour toutes, hein, c'est une question qui a suscité des réserves au Parlement, notamment chez les sénateurs, et qui donc ont abouti à un vote contre, opposé du Sénat par rapport à ces propositions de loi sur la bioéthique, et qui n'ont pas, à mon avis, été suffisamment débattues sur le plan national en associant toutes les compétences qui ont été évoquées, aussi bien médicales qu'anthropologiques, philosophiques, éventuellement spirituelles. Et bon, on peut consulter, on aurait pu, je pense, consulter beaucoup plus largement. Parce que l'enfant qui naît d'une PMA doit avoir le droit, me semble-t-il, de connaître ses origines, y compris ses origines biologiques. Alors la loi le prévoit partiellement, hein, mais je pense que on doit quand même se poser cette question-là des droits de l'enfant, à se connaître lui-même et à connaître, encore une fois, à savoir d'où il vient, qui il est et comment il a été conçu. Merci beaucoup, Olivier Longeon. Votre avis sur la question? La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Le degré 1 ou 0, je ne sais pas si on peut dire, de la procréation médicalement assistée, c'est le bébé éprouvette qu'on a connu, enfin, qui a démarré il y a maintenant une quarantaine d'années, je peux le dire, parce que j'ai une nièce qui doit être la troisième ou quatrième, une nièce par alliance qui est la troisième ou quatrième de cette expérience-là, ou avec un système, à la limite, à l'époque, très simple. C'était les parents qui avaient un peu de mal, etc. Aujourd'hui, on est dans une procréation médicalement assistée qui est beaucoup plus avancée. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire l'offrir à des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, avec effectivement un père, une mère qui n'est pas forcément le père, la mère, état civil, si on peut dire. Mais là, on était essentiellement sur le diagnostic. Moi, pour connaître aussi, c'est fou parce qu'on se dit en 40 ans,
Je crois que les uns et les autres, on doit avoir dans notre entourage des personnes qui ont fait ce qu'on appelle des FIV, des fécondations in vitro, qui est de la procréation médicalement assistée quand même. On doit avoir des gens qui ont eu, plus ou moins dans nos familles, moi j'en ai, des maladies génétiques graves qui font qu'on se pose la question d'avoir des enfants. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on connaît ça maintenant dans notre monde. Autrefois, on ne le connaissait pas, on l'ignorait. Alors moi, je dirais que pour ce qui est le diagnostic prénatal, quand c'est une maladie très très grave ou quand ça fait très longtemps finalement qu'on se pose la question avec des prises de sang sur, par exemple, la trisomie 21, mais sur d'autres trisomies, hein, qu'on fait des amyosynthèses, qu'on se pose des questions. Si on est dans le fait de ne pas donner vie à un fœtus qui n'est pas encore, qui est encore vraiment au démarrage, et qu'on se pose la question parce que c'est pas une chance qu'on lui offre, si on peut dire, c'est pas une vie normale qu'on lui offre, voire même c'est quelqu'un qui n'existera pas. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais parce qu'il n'y a pas que la trisomie 21, il y a d'autres maladies beaucoup plus graves, enfin d'autres trisomies notamment beaucoup plus graves. Moi, je peux le comprendre quand on est dans un cadre vraiment strict. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un jour, on puisse dire, je sais pas, on a presque la cartographie génétique totale de l'être humain, ou si ce n'est même on l'a, et qu'on me dise, je sais pas, le petit doigt de pied, je veux qu'il soit comme ça, le grand doigt de pied, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il ait les cheveux comme ça. Non, ça, enfin, moi, alors là, on en serait à l'eugénisme le plus complet, quoi. Qu'on assiste des parents qui savent qu'ils peuvent donner, quelque part même, qu'ils peuvent donner la mort. Parce que c'est pas que la vie qu'on peut donner dans certaines maladies, je le comprends, mais qu'on choisisse, pour moi, c'est quelque chose qui est pas du tout possible et qui ne doit pas être fait. L'eugénisme, c'est à condamner, il faut le dire. Enfin, voilà. C'est plus donner la vie naturellement, c'est vraiment faire une sélection. Voilà. Docteur, une réaction sur ce qu'ont dit nos invités? Oui, on est bien là sur la question des limites. Je crois qu'on est en capacité d'apporter aujourd'hui des éléments de réponse sur des situations de souffrance, et c'est bien le rôle aujourd'hui, ça a toujours été le rôle de la médecine d'apporter ces solutions, mais on voit pointer un certain nombre de dérives, hein, et les exemples qui ont été donnés illustrent bien ces dérives. La question de l'eugénisme est bien posée à travers les techniques qui nous sont proposées aujourd'hui. On pourrait imaginer dans une société non démocratique et un peu autoritaire, voire totalitaire, des décisions qui favorisent cet eugénisme. Hein. Et puis, on pense historiquement quand même à des situations antérieures où certaines idéologies totalitaires n'auraient pas hésité à utiliser la connaissance que nous avons aujourd'hui pour aller vers l'instauration d'un eugénisme voulu et d'un eugénisme politique. Donc, il y a vraiment une attention. Notre société démocratique se doit de revoir très régulièrement le cadre législatif posé pour éviter ces dérives. L'enfant parfait qui a été évoqué aussi n'est pas du domaine de la science-fiction. Hein. C'est vrai qu'on sera en capacité, connaissant la carte génétique de chacun, on sera en capacité, avec l'évolution de la greffe génique, qui est quelque chose qui n'est pas inconcevable aujourd'hui, imaginez l'enfant parfait choisi sur des critères d'esthétique bien particuliers. Donc, véritablement, le législateur a ce devoir constant et régulier de revoir le cadre législatif posé en fonction de l'évolution de nos capacités technologiques, en l'occurrence en matière de procréation. Merci beaucoup. On va parler de la gestation pour autrui. Lionel, vous l'avez évoqué. Alors, votre avis, Olivier Longeon, sur le sujet? Juste peut-être, Oui. Pardon, effectivement, j'ai déjà parlé de la GPA et de la PMA, mais pour rebondir sur ce que vient de dire le docteur, regardez l'évolution qui s'offre à nous aujourd'hui avec le docteur Ayoubi, où on a à Paris, il y a quelques jours, la première greffe d'utérus en France. J'allais dire que donc c'était pour une femme, et sa maman lui a donné son utérus pour qu'elle puisse elle-même avoir des enfants.
Dans ce sens-là, on se dit que c'est un formidable progrès pour la médecine. Dans le même temps, vous avez des savants fous qui vous expliquent que demain, des hommes pourront se faire greffer un utérus et donc porter les enfants. Et là, je pense que nous sommes aux frontières de ce que la science doit accepter. C'est pour ça que dans ces notions d'éthique et de bioéthique, il doit aussi y avoir une notion pas de bienséance, mais juste quelque chose qui doit rester dans la normalité des choses. Et que pour avoir un enfant, il est important de rappeler qu'il faut quand même qu'il y ait des gamètes, des embryons, des spermatozoïdes, et qu'à la base, il faut quand même qu'il y ait un homme et une femme. Et que après, on peut, à travers la science, modifier les choses, mais autant la science doit être bénéfique, autant elle ne doit pas servir pour modifier les relations humaines. Et je pense que ce cas d'espèce de greffe d'utérus, elle est formidable quand elle est consentie et qu'elle est dans un cadre bien encadré, mais je pense que notre rôle pour le coup de politique est de dire qu'il n'est pas entendable que demain nous travaillons à ce que les hommes portent les enfants. Vous allez garder la parole, Lionel Boucher, donc sur la gestation pour autrui. Vous l'avez un petit peu évoqué. Eh ben, je vous laisse développer le sujet. Bon, pour le coup, j'ai dit beaucoup de choses sur ma première intervention. Je pense que la PMA est une bonne chose parce que nous devons pouvoir apporter assistance et la science doit le faire pour aider les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Autant, moi, je crois que le corps doit rester une valeur intrinsèque, propre, et qu'il n'est pas question de pouvoir le louer parce que mécaniquement, à partir du moment où il y a une relation économique, mais ça va aussi pour un don d'organes, il faut qu'il reste absolument gratuit et anonyme. Et à partir du moment où vous allez choisir une femme pour porter votre enfant, demain, ça ouvre la porte à une marchandisation du corps humain. Et demain, alors aujourd'hui, la presse se fait grand écho parce que des personnalités nationales, notamment du monde de la presse, en ont recours. On va aux États-Unis et ils le payent très cher. Donc, ça veut dire qu'on est capable de dire ce que vaut un enfant. Moi, je crois que demain, et malheureusement, la vie est faite de telle manière et l'économie est tellement présente que demain, on ira acheter des ventres toujours moins chers dans des pays les plus pauvres. Et c'est laisser libre cours à la marchandisation du corps. Et ça, j'y suis vraiment farouchement opposé. Olivier Longeon, votre réaction sur ce que vient de dire Lionel et puis votre réaction sur la GPA. Donc, dans la procréation médicalement assistée, il y a aussi la procréation médicalement assistée, comme vous l'avez dit, de deux femmes qui vivent ensemble ou d'une femme qui est seule. Je vais prendre l'exemple de la femme qui est seule en premier. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Certes, il y a des applications de rencontres sur nos téléphones et sur nos ordinateurs, etc. Mais un certain nombre de personnes se retrouvent à 40 ans, de femmes à 40 ans sans enfants, sans mari, se disant qu'est-ce que je fais, etc. Les trois quarts du temps, quand elles ont vraiment envie d'un enfant, elles l'ont, parce qu'elles ont la possibilité dans d'autres pays européens. Donc là, il y a un assouplissement petit à petit qui se fait en France, bon voilà. Pour deux femmes qui vivent ensemble, j'ajoute que moi, j'estime que on fait semblant de ne pas savoir, mais ça fait des années, et peut-être même des siècles, que des couples, par exemple homosexuels, se sont arrangés entre eux. C'est faisable. C'est pas forcément autorisé par la loi. Il y avait parfois des mariages qui duraient un certain temps pour que l'enfant ait un véritable statut, une véritable protection dans les deux couples. Toujours est-il que là, on est dans quelque chose, je veux dire, on est dans quelque chose d'assez simple, qui remet moins en cause de choses. Moi, je sais que dans mon parti, il y a à la fois une commission qui réfléchit à la position de la femme, des femmes et de l'égalité femmes-hommes, et il y a à la fois une commission qui réfléchit aux problèmes et aux soucis et à la vie d'homosexuels, et les deux commissions s'opposent sur la GPA. Je le dis, parce que la commission femmes, vous vous doutez, va dire c'est de la marchandisation. Alors certaines disent attention, c'est pas de la marchandisation, on a le droit aussi de choisir des dédos de femmes, des dédos de couples et ainsi de suite. Et puis la commission LGBT chez nous dit non, mais on a le droit aussi. Et d'ailleurs beaucoup, ça a été dit, passent par d'autres pays.
Et le droit français reconnaît presque des enfants qui ont été adoptés dans d'autres pays par un couple homosexuel homme. Si on a eu une gestation pour autrui, par autrui, par exemple dans des pays, dans des États américains, qu'on a vécu aux États-Unis et qu'on revient en France, l'enfant, il a un statut, hein, il a 2 parents. Hein, et même la loi, petit à petit, le reconnaît, quoi. Donc là, c'est la question de la gestation pour autrui qui vraiment pose des questions effectivement éthiques, des questions de marchandisation du corps. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un vrai débat national. Alors là, pour le coup, nous, on pense qu'il ne faut pas passer par... Enfin, comment dire, le débat à l'Assemblée et au Sénat, il doit arriver à la fin. Et on doit avoir de vrais débats avec de véritables explications, avec des vrais enjeux. À la limite, comme il y a eu une convention citoyenne sur le climat, on peut peut-être faire des conventions citoyennes sur la question de l'enfant assisté. Parce qu'il y a la procréation médicalement assistée qui pose des questions sur certains choix, et il y a la gestation pour autrui qui pose d'autres questions, d'autres choix. Après, moi, je connais des gens qui l'ont fait. Les enfants sont aussi très heureux. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a une volonté d'enfant, il y a une volonté d'amour, et voilà, quoi, je connais des couples homosexuels qui ont 70 ans, plus même, et qui ont eu des enfants, hein, et les enfants sont très très heureux. Voilà. Merci beaucoup, Robert Carulac. Votre réaction sur ce qu'a dit Lionel ou alors Olivier? Je suis d'accord sur le fait qu'il faudra un grand débat national et qu'il faudrait donner à chacun la possibilité d'avoir tous les outils de réflexion nécessaires. J'ai déjà évoqué cela dans ma première intervention. Plutôt qu'un débat un peu escamoté malgré tout, au Parlement, avec en plus des votes différents entre les chambres, hein, d'un côté les députés, de l'autre les sénateurs, et dans un contexte de crise, hein, où les Français avaient à l'esprit bien d'autres préoccupations. Donc on a l'impression que cette loi a été votée un peu en catimini, qu'il fallait en quelque sorte tenir une promesse présidentielle, mais qui était relativement floue dans ses contours, et qu'on a voulu plus ou moins esquiver un débat de fond pour imposer de nouvelles limites ou un nouveau cadre légal à ces pratiques. Et puisque j'utilise le mot de limite, tout est question de limite au fond. Hein. Moi qui ai un peu pratiqué Jacques Ellul dans ma jeunesse, hein, qui est un penseur de la limite, je vois qu'Olivier Langean sourit, donc j'imagine qu'il connaît bien les travaux de Jacques Ellul. Hein, ils sont très populaires parmi les écologistes, hein, d'une manière générale. Et au fond, pour le diagnostic prénatal, puisque je n'ai pas parlé de cela, encore, tout est question de limite aussi. Il faut savoir à quelle pathologie, finalement, on peut permettre une interruption médicalement assistée et volontaire de grossesse, et à quelle autre on doit au minimum susciter une réflexion, voire purement et simplement l'interdire. On est quand même dans une société qui cultive la différence, qui valorise la différence, et on ne peut pas avoir pour point de vue de vouloir supprimer toutes les formes de différence, y compris lorsqu'elles peuvent relever de certaines pathologies. Sinon, pour le coup, on va vraiment vers l'eugénisme et la recherche permanente de l'individu de plus en plus parfait. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Sur la GPA, tout a été un peu dit. Hein. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un risque de marchandisation du corps humain. Quand on dit ça se pratique déjà, ça se pratique, bien sûr, ça se pratique aux États-Unis, ça se pratique en Ukraine. Il y a un certain nombre de reportages sur ces cliniques ukrainiennes dans lesquelles on peut, je suis désolé d'utiliser ce terme, acheter un enfant, choisir la mère porteuse. Ah bon, c'est quand même très très préoccupant qu'on en soit là.
Et ce n'est pas parce que ça se fait déjà qu'il faut nécessairement l'encourager. Et je crois qu'il faut distinguer la pureté du désir, c'est-à-dire et la légitimité du désir, de l'application et des conséquences que peuvent avoir sa réalisation. Des implications, pardon, et des conséquences que peuvent avoir sa réalisation. Donc, c'est pour ça que ça nécessite un débat de fond et qu'avoir des opinions très tranchées sur ces sujets, c'est extrêmement délicat. Mais encore une fois, la position des Républicains, compte tenu du peu de débats qu'il y a eu, eh bien, c'était de voter non à ces propositions de loi. Merci beaucoup. On va finir avec vous, Jean-Jacques Ladet. Alors, la GPA, en tant que médecin et puis en tant que membre du PS, votre réaction, votre avis aux éclaircissements? Alors peut-être un mot rapide sur l'AMP ouvert à tous. Je crois que c'est une bonne chose dans la mesure où ça nous amène à comprendre que ce vieux schéma qu'un enfant se développait correctement à condition qu'il y ait à la maison un homme et une femme, aujourd'hui a explosé. Et que quand on regarde la situation actuelle dans les familles, où on parle beaucoup de violences intrafamiliales, de violences faites aux enfants, d'inceste, on se rend bien compte que ça n'est pas parce qu'il y a à la maison un homme et une femme que l'enfant va forcément se développer dans de bonnes conditions. Donc je crois qu'effectivement, un couple de femmes ou une femme seule sont en totale capacité d'élever un enfant et de le rendre heureux. Ça, c'est une première chose. Alors la GPA, je crois que tout a été dit. Il n'est pas acceptable aujourd'hui de voir une forme grave de réification du corps humain. Et c'est vrai que la marchandisation du corps de la femme pour produire un enfant qui sera vendu rentre dans une connotation économique gravissime, d'autant qu'elle met en jeu des femmes qui vivent dans des situations extrêmement précaires, et ceci dans d'autres pays. Il y avait autre chose quand même qui n'a peut-être pas été évoquée, c'est ce rapport entre l'enfant et la mère porteuse, est quand même un des éléments de développement psychologique de l'enfant. Et il est mal évalué aujourd'hui l'impact qu'aurait la grossesse pour la GPA sur le développement futur d'un enfant. Je crois qu'il y aurait sans doute un impact psychologique important chez l'enfant dans l'explication sur ses origines. Qu'est-ce qui sera dit à l'enfant quand il posera les questions légitimes sur ses origines, aura sans doute, de par les réponses qui lui seront apportées, un impact notable sur la dimension de son développement psychologique. Alors, juste tout à l'heure, il a été dit quelque chose. Alors là, je vais être... Je sais que je peux amener des réactions, mais je le pense. Il y a des hommes qui se réveillent, ou qui se réveillent, qui se vivent, qui se découvrent très très mal dans leur peau d'homme, des femmes qui se découvrent très très mal dans leur peau de femme. On a, comment dire, il y a eu une comédienne stéphanoise qui le dit mieux que moi, qui sait mieux le raconter en disant, mais un jour je me suis trouvée lesbienne, c'était pas forcément toute la joie pour moi, parce que c'était être peut-être mal aussi dans un corps, etc. Il y a des mutations, il y a des opérations qui ont lieu. Moi, je le comprends. Voilà, je voulais le dire, et je le ferai pas, mais j'en ai pas besoin. Mais je veux dire, je comprends que des gens soient tellement mal dans leur corps qu'à un moment, ils aient besoin de faire cette mutation, que ça soit un problème pour eux, c'est ça que je veux dire, et qu'ils aient besoin de passer à autre chose, quoi. Je le comprends. Voilà. Bon, alors on le ferait pas de manière naturelle. C'est parce qu'on a les moyens aujourd'hui de le faire qu'on le fait, mais voilà. C'est d'ailleurs une des toute première était à Saint-Étienne, il y a déjà peut-être 50 ans, qui était d'ailleurs médecin à Saint-Étienne. Eh bien, moi, je le comprends, voilà.
Voilà. Sur ce que vient de dire Olivier, je l'entends, et tout le monde peut l'entendre. Et d'ailleurs, il est bien difficile de poser un avis sur des situations évidemment difficiles et qui touchent, je veux dire, chacun et son intime. Peut-être au-delà de la PMA, de la GPA, sur le diagnostic anténatal, prénatal, la question de l'eugénisme, elle doit toujours nous tarauder sur ces questions-là. Autant on doit tout faire pour préserver la vie de l'enfant, même in utero. Après, la question, elle est dans le choix, et c'est là où ça doit nous interpeller. On parlait tout à l'heure du diagnostic. C'est vrai que la vie des chromosomes, c'est une vie propre. Est-ce qu'il faut demain alors que nous avons des solutions, la clarté nucale aujourd'hui, il y a un certain nombre d'examens qui permettent de mettre en exergue un certain nombre de maladies sur le fœtus. Est-ce que pour autant on doit supprimer tous les enfants à naître qui auront une trisomie 21 ? Est-ce que ces enfants qui quand ils sont là et qui prennent toute leur place et qui rayonnent, tous ceux qui ont à côtoyer des enfants trisomiques le savent, et le travail de l'association stéphanoise PARM, elle est merveilleuse pour ça. Alors ça interroge évidemment sur la vie de l'enfant à venir, et peut-être d'ailleurs plus avant sur la vie de l'enfant après la présence de ses parents, parce que le vrai sujet, il est là. Mais ils ont aussi des vies merveilleuses. Donc, pourquoi et de quel droit pourrions-nous et qui pourrait choisir ? Je pense que la problématique de l'éthique et de la bioéthique, elle doit aussi être dans les équipes médicales partagée. Et je pense qu'un vrai sujet là doit se créer. Nous reparlerons tout à l'heure de la fin de vie, parce que là aussi, c'est un diagnostic partagé. Mais je pense que ce sera en fin d'émission. Mais je crois que ce qui est important, c'est que aucun médecin, aucune communauté médicale ne doit prendre une décision seule, et que ça doit être toujours une décision partagée. Merci beaucoup. Vous parliez donc de la fin de vie. C'est la dernière partie de ce débat. Donc, la recherche sur l'embryon ou encore l'euthanasie. En France, l'euthanasie est interdite alors que certains pays en Europe l'autorisent. Docteur, votre avis, puis déjà votre éclaircissement sur ces deux questions de la recherche de l'embryon. Je voudrais juste dire au passage qu'il n'y a malheureusement pas que la trisomie 21, il y en a d'autres qui posent, où on n'est vraiment pas sûr que les enfants soient heureux, et d'ailleurs leur vie est généralement très très courte. Et je voulais juste dire qu'il y a une commission bioéthique quand même. C'est pas les parents et un médecin tout seul. C'est un peu plus complexe. Il y a quand même aujourd'hui en France un certain nombre de dispositifs qui garantissent certaines choses. Votre éclaircissement, docteur, sur l'embryon. Alors, la recherche sur l'embryon, elle est autorisée. Elle est autorisée. Elle pose quand même un certain nombre de questions à confronter là aussi avec les limites. Il me semble que utiliser les embryons surnuméraires d'un couple qui renonce à un projet parental relève d'une possibilité donnée à la société d'approfondir ses connaissances sur l'embryon. Donc, à ce niveau-là, pas de difficultés particulières, mais je crois que là aussi, il nous faut veiller sur les orientations que nous allons donner à la recherche. S'il s'agit d'utiliser les cellules embryonnaires dont on connaît les capacités totipotentes en matière de nouvelles thérapeutiques, je crois qu'à ce niveau-là, en termes d'éthique, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, l'utilisation à des fins de modification génétique avec réutilisation
dans le cadre de la recherche vétérinaire, par exemple, là finit par poser un certain nombre de questions éthiques. Donc on est bien sur cette question des limites. Quel cadre est posé par la législation? Ce cadre doit pouvoir autoriser un certain nombre de pratiques de recherche à visée thérapeutique, mais doit quand même interdire un certain nombre de pratiques qui ne peuvent pas être acceptables sur le plan de l'éthique. Voilà. Olivier, je vous vois réagir, je vous écoute. Non, mais je rejoins totalement ce que dit le docteur Ladet. Je pense qu'il y a des limites à la recherche, quoi. Je me rappelle que dans un certain nombre de débats par exemple, au sein d'Europe Écologie Les Verts, on fait nos journées d'été, on débat, etc. Il y a quelqu'un qui intervient très, très souvent, qui est José Bové. On le connaît pour son combat sur les OGM, mais lui, sa peur, c'est justement qu'on glisse vraiment dans un eugénisme, dans des recherches qui partent un peu tous azimuts et qu'on fasse n'importe quoi. Et moi, je comprends tout à fait cette crainte. Et il faut vraiment, vraiment qu'on ait des garde-fous très importants, quoi. Faut pas qu'on se retrouve avec des gens, j'imagine, mais on pourrait imaginer des gens très, très riches qui aient les moyens d'avoir un double, si on peut dire, pour se faire prêter pour lui prendre des organes, et ainsi de suite. Enfin, on serait dans un monde qui est vraiment pas celui qu'on veut, quoi. Soyons clairs. Robert Kérulac, votre avis sur ce que vient de dire Dr Ladet et puis ce que vient de dire Olivier? Je crois que de tout temps, l'homme a rêvé de pouvoir échapper à sa condition, aux contraintes que lui pose son corps et à son statut malheureux de mortel. Et qu'aujourd'hui, on a des moyens techniques qui nous permettraient d'échapper en tout ou en partie à notre condition. Est-ce qu'on doit aller absolument dans ce sens-là? Ça soulève aussi la question de ce que l'on nomme le transhumanisme. Est-ce qu'on peut concevoir qu'il y a des individus augmentés, qu'on protège ou qu'on allonge encore l'espérance de vie en utilisant toujours de nouvelles techniques? Est-ce qu'on doit faire des recherches, et il s'en fait dans le monde, sur ce qu'on pourrait appeler la jeunesse éternelle? Bref, tout ce qui nous permettrait d'échapper aux misères finalement humaines, aux misères de notre condition, aux misères qui nous sont causées par notre enveloppe charnelle, par notre corps. C'est pour ça que je pense que c'est une question philosophique fondamentale. Et sur ces sujets-là, on doit avancer, de mon point de vue, avec la plus extrême prudence, sachant que quand on en trouve une porte dans ces domaines, il est très difficile ensuite de la refermer. Et que bien sûr, il y a derrière des pays qui sont en concurrence, il y a derrière des laboratoires qui sont en concurrence, il y a aussi des enjeux économiques et financiers, des enjeux de pouvoir, de rayonnement, des enjeux diplomatiques, et tout cela fait qu'on est vraiment dans la plus grande complexité possible. Donc, soyons prudents, avançons, si on peut appeler ça avancer, mais avançons dans la transparence, en informant bien l'ensemble de nos concitoyens de toutes les conséquences possibles, et avançons encore une fois avec la plus extrême des prudences. Lionel Boucher, sur la question de l'embryon, votre réaction, votre avis? Le sujet est extrêmement complexe à l'évidence, mais comme tout le sujet. Nous avons accueilli à Saint-Étienne le Téléthon. Il se trouve que ça faisait partie des choses qui m'ont été confiées, et j'ai à cette occasion visité le Généthon, qui a bousculé un petit peu mes croyances et l'appréhension que j'avais de ces sujets-là. Je ferai une différence entre plusieurs choses. La problématique du bébé médicament, c'est-à-dire faire un autre enfant pour soigner celui qu'on a déjà. Intellectuellement, il pose un problème. Quand vous êtes confronté à la situation
vous pouvez vous interroger, surtout quand il s'agit simplement de prélever du sang du cordon ombilical. Après, c'est toute cette problématique de la recherche sur les maladies rares qui se pose. On peut imaginer combien les familles poussent, ont envie d'aller plus avant sur les recherches. Intrinsèquement et dans ma croyance première, je dirais que là encore, la vie est sacrée et que l'embryon, c'est déjà un début de vie et qu'on ne peut pas y travailler comme une matière inerte. Et dans le même temps, je serais concerné parce que l'un de mes enfants est atteint d'une pathologie, d'une maladie rare qui est 1 sur 100 millième. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse travailler? Vous savez, c'est exactement la même question qu'on pose sur les animaux de laboratoire. Évidemment que chacun est opposé à ce qu'on travaille sur ces animaux de laboratoire et dans le même temps, si votre enfant est concerné par une maladie rare et qu'en travaillant sur ceci, eh bien, on puisse lui sauver la vie, je pense que votre avis changera. Donc, je serai très humble sur le sujet en disant que si la science peut permettre de sauver des vies, il faut qu'elle s'exerce. Maintenant, il faut, là encore, que le législateur puisse l'encadrer pour que des savants fous ne puissent pas faire n'importe quoi. En tout cas, c'est une question qui mériterait un débat plus large et qui, en tout cas, mérite que des néophytes comme nous, qui faisons de la politique, qui nous investissons pour les gens, eh bien, puissions donner quand même un avis au-delà de l'avis médical pour pouvoir l'encadrer. Et je crois que c'est là le principal. Merci beaucoup. Une réaction sur ce que vient de dire Lionel ou ce que vous avez dit. Docteur, vous voulez rajouter quelque chose? Non, on est bien là sur les merveilleux espoirs. A été évoqué la thérapie génique, effectivement, avec des possibilités qui étaient inimaginables il y a encore quelques années. Donc, d'un côté, ce fol espoir de répondre enfin à un certain nombre de souffrances qui n'étaient pas prises en considération il y a encore quelques années, et puis ce risque de déviance très grave. Et là encore, on a un très bel exemple d'appel à la sagesse humaine. Alors, je ne sais pas si la sagesse humaine nous permettra de poser ces cadres, mais il faut en appeler effectivement aujourd'hui à un cadre législatif régulièrement revisité et qui permette d'éviter ces dérives pour n'en conserver que les aspects extrêmement positifs pour chacun d'entre nous. Et puis on termine avec quelque chose qui fait vraiment beaucoup débat. C'est l'euthanasie. Certains pays l'ont adopté. En France, c'est strictement interdit. Votre réaction? Je vais commencer par vous, Robert Carulac. Écoutez, il y a la loi Leonetti qui évoque la sédation profonde, qui est une forme d'euthanasie, même si le mot n'est pas utilisé. Légal aujourd'hui. Moi, je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Je suis beaucoup plus conservateur sur les sujets précédents que nous avons abordés, vous l'aurez compris. Mais là, si la personne est consciente, c'est elle qui décide et qui décide pour elle-même. Il n'y a pas de tiers directement impliqué, si ce n'est évidemment la peine qui va être ressentie par ses proches et par sa famille, mais les proches et la famille peuvent aussi comprendre ce choix personnel. En revanche, si la personne n'est plus consciente, c'est à la famille, éventuellement en lien avec le corps médical, de prendre cette décision. Et là, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Mais les médecins peuvent avoir un avis très, très éclairé et, encore une fois, ont la possibilité aujourd'hui de mettre fin aux souffrances. Puisqu'au fond, et c'est le sujet un petit peu récurrent de nos échanges, chaque fois qu'on a évoqué les différents points aujourd'hui à notre ordre du jour, eh bien, on a évoqué des situations de souffrance qui nous préoccupent tous, parce que nous avons cette empathie, nous voulons aider. Et en même temps, le rôle du politique, eh bien, c'est de faire en sorte que
la société puisse évoluer de façon harmonieuse. Je pense que c'est la noblesse aussi de l'engagement politique que de veiller à cela. Donc faire en sorte que on n'aille pas trop vite sur certains sujets parce que ça pourrait bouleverser nos relations sociales et puis un certain nombre de modèles auxquels des personnes sont attachées. Et l'euthanasie, évidemment, fait partie de ces sujets. Moi, encore une fois, je suis favorable au droit de mourir dans la dignité, alors que je suis réservé sur la PMA, vous l'avez compris, et hostile à la GPA et pour un encadrement très strict de la recherche sur les embryons et aussi des conséquences que peut avoir le diagnostic prénatal. Voilà la synthèse que je donnerai en conclusion. Olivier Longeon, votre réaction sur la question de l'euthanasie? Je vais paraphraser Robert Carollac tout à l'heure, mais je pense que nos existences, on le sait tous, nos existences, elles ont un mot fin qui s'appelle la mort, et c'est comme ça. Et moi, je suis totalement contre l'acharnement qui peut y avoir, qui a pu avoir à certains moments, parce que maintenant on est quand même un peu moins là-dedans. Je suis pour le droit de mourir dans la dignité, totalement. Donc je suis pour l'euthanasie, pour ceux qui le veulent. Hein. C'est pas, je dis pas de tuer ceux qui. Je suis pas je suis pas une démarche assassine de dire on fait disparaître tous ceux qui sont. Non, non. Je pense que moi j'ai été confronté au cas, par exemple, avec mes parents qui étaient vraiment dans le bout du bout, en soins palliatifs, etc. Quand les médecins nous disaient mais qu'est-ce qu'on fait, je disais ben non, ils veulent pas s'acharner, point. C'est d'ailleurs même s'ils avaient pu écourter les choses, ils l'auraient fait. J'ai aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs une fois ici, une tante qui elle est un peu pareille. Elle n'est pas dans, enfin là elle n'est plus consciente, mais elle n'aurait pas été là-dedans. Donc moi, je me permets pas de, voilà quoi, c'est sa vie, elle veut, c'est comme ça. Mais moi personnellement, je pense que tout le monde a le droit de choisir sa fin et sa fin dans la dignité, particulièrement aujourd'hui où on a quand même de plus en plus des maladies qui sont quand même très 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 pénalisantes sur la fin. On a parlé de la loi de Leonetti, c'est vrai. Là, rendons hommage quand même à Lucien de Wirth. Sénateur, j'allais dire député, sénateur, parce qu'il l'a fait en tant que sénateur, qui a fait avancer les choses, mais peut-être là aussi parce qu'il a vu, il a vécu des choses dans sa chair, si on peut dire. Voilà. Je regrette d'ailleurs, pour l'avoir vécu avec des proches, qui est plus assez de médecins véritablement formés, préparés sur la fin de vie et sur la douleur. Moi, j'ai vu la différence entre mon père et ma mère. J'ai vu la différence de médecin parce que le médecin qui était là à un moment à l'hôpital Bellevue n'était plus là. J'estime que j'ai vu la différence et j'estime que c'est un moment, un passage. Et d'ailleurs, il y a des équipes très très formées qui travaillent très bien. Il faut vraiment saluer parce que ils n'ont pas une vie facile. Hein. Je trouve que vraiment, il est nécessaire qu'on se pose cette question et qu'on avance et qu'on le permette à tous ceux qui le veulent. C'est complètement normal, mourir dans la dignité. Voilà, je ne serai pas plus long. Mais Merci beaucoup, Olivier. Je vous vois réagir, Jean-Jacques Ladet. Avant de vous donner la parole, Lionel Boucher, votre avis sur la question. Écoutez, moi je crois que jusqu'à la mort, il y a la vie et que je me sens assez proche de Jamlave, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et Olivier, vous étiez en train de parler des médecins. Nous avons des équipes formées à Saint-Étienne, notamment notre service de soins palliatifs au CHU avec Pascal Vassal, qui est une professeure absolument merveilleuse et qui a un service qui est flambant neuf et qui est magnifique. Moi, je crois que cette question de la fin de vie, elle s'aborde à travers les soins palliatifs. Et je pense que notre rôle de politique, c'est de favoriser l'émergence de soins palliatifs qui sortent de l'hôpital, qui aillent jusque dans les maisons et qu'il y en ait plus encore. Je ne veux pas caricaturer les choses, mais vous avez une rage de dents, vous avez envie de vous taper la tête contre les murs, on vous soigne, vous êtes apaisé. Eh bien, je crois que pour préparer le chemin de l'après, si vous n'êtes plus dans la douleur, si vous avez la chance d'être entouré, je crois que c'est mieux d'accompagner et que les choses se fassent
dans cette sérénité. Je ne suis pas, à titre personnel, favorable à l'euthanasie. Je sais que des pays le font. Je sais que des gens qui sentent que leur corps les abandonne et qui ne veulent pas se projeter dans les douleurs à venir font ce chemin-là. Moi, je crois qu'il est quand même plus simple d'être accompagné sans douleur pour pouvoir quitter notre monde. Merci beaucoup Lionel. Et puis on va terminer avec vous, Jean-Jacques Ladet. Je le rappelle, vous êtes médecin tout jeune retraité. La question de l'euthanasie est complexe. Je suis d'une génération qui a appris progressivement les soins palliatifs. Et je me suis rendu compte au fil du temps qu'on répondait quand même mieux aux demandes de nos patients, à travers en particulier le contrôle de la douleur, mais que l'évolution de cette capacité, de ces compétences, avait quand même ses limites. Et je crois que le débat doit se jouer là. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité avait édité il y a quelques années une proposition de loi qu'ils avaient intitulée « Légaliser l'euthanasie et le suicide assisté et assurer un accès universel aux soins palliatifs ». Ça vient de la DMD. J'aurais presque inversé les deux. C'était peut-être d'abord assurer un accès universel aux soins palliatifs parce qu'on n'en est pas là. Vous êtes des métropolitains, vous habitez Saint-Étienne, en milieu urbain, et vous avez cette capacité d'accès aux soins palliatifs et avec l'énorme travail que font les équipes, ça a été signalé, mais je crois qu'il faut aujourd'hui hypertrophier, développer les services de soins à domicile et les équipes de soins à domicile qui se déplacent au domicile des patients et qui vont épauler les familles, qui vont épauler le malade, bien évidemment, et en premier lieu, mais qui vont aussi épauler le médecin traitant. Et je crois qu'à partir de cette intensification des services de soins palliatifs, on sera en capacité de répondre pleinement à un grand nombre de demandes de prise en charge correcte de la fin de vie, ce qui n'exclut pas le droit de mourir dans la dignité à travers le suicide assisté. Je me rappelle d'un débat qu'on avait eu à Rouen il y a quelques années entre les représentants de Jalmar et les représentants de la DMD. Et je me disais, au fur et à mesure du débat, au fond, il y a peu de différence entre les deux. Ce qui différenciait, me semble-t-il, c'était à un moment donné quand même l'incapacité de soulager la douleur. Et à ce moment-là, peut se poser effectivement et doit se poser, et là j'y suis favorable, la capacité d'avoir accès au suicide assisté. Mais on retrouve aussi cette question du rapport au tiers social, c'est-à-dire cet accès au suicide assisté, oui, mais dans un contexte extrêmement encadré, parce que on peut très facilement imaginer quelles pourraient être les utilisations perverses d'une société qui ne serait plus une société démocratique, et là on peut être un peu plus inquiet. Merci beaucoup. Une réaction les uns et les autres par rapport à ce que vient de dire le docteur Ladet. Lionel. Je crois vraiment qu'on a chacun exposé une position. Moi, j'ai en tout cas beaucoup apprécié, ça doit être mon mot de la fin, cet échange. Je crois que malgré nos différences, malgré le fait que nous ne soyons pas sur les mêmes bancs de l'échiquier politique, je crois que quand nous avons le temps et qu'on n'est pas réduit à des slogans, on arrive à poser un constat et à apporter une énergie sur des débats qui sont pourtant lourds et qui marquent durablement la société. Et moi, je veux saluer chacun de mes collègues parce que je crois qu'aujourd'hui, on a, même si on n'a pas résolu grand-chose, en tout cas, on a permis peut-être à ceux qui vont nous écouter de se poser eux-mêmes ces questions-là. Olivier Longeon, le mot de la fin pour vous, ça serait quoi ? Là, c'est vaste parce qu'on a parlé de choses importantes. Peut-être quelque chose de différent, enfin qui est toujours. On a parlé de procréation médicalement assistée. Moi, j'ai des amis qui s'occupent d'orphelinat dans le monde. Ne pas oublier, c'est facile un peu. Enfin,
vous allez me dire que ce que je vais dire est facile à dire après tout le débat qu'on a eu, mais ne pas oublier qu'on peut encore adopter des enfants. C'est pas forcément facile en France. L'adoption n'est pas quelque chose de très facile. Je le vois avec justement ces amis qui s'en occupent. C'est quelque chose de complexe, mais on peut le faire aussi. Et c'est quelque chose de très très bien. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je sais que voilà. C'est un véritable parcours du combattant. C'est un autre sujet, donc du coup, oui, mais je suis d'accord. Je disais, c'est pas facile quand même. Voilà. Donc, On va faire un autre sujet pour un autre résilience. Robert Carulac, oui, simplement, c'est que en réponse à certains discours démagogiques qu'on appelle populistes, il faut rappeler qu'il y a de la complexité dans notre monde, dans notre société, qu'il n'y a pas de choix ou de solution simple. Et je crois qu'il faut que les politiques que nous sommes, à notre niveau, aussi modeste soit-il, doivent œuvrer pour cela. Doivent œuvrer pour cela et dire attention, nous vivons dans un monde fragile, mais il l'a toujours été. Et on doit prendre soin des uns et des autres. Et donc, il n'y a pas de réponse simpliste à des problèmes compliqués. Ça n'existe pas. Il faut prendre le temps de réfléchir ensemble. Merci beaucoup Robert, merci à tous les quatre. C'est ainsi qu'on ferme cette émission spéciale de Résilience aujourd'hui. Vos réactions, vos questions à l'adresse suivante, résilience42@orange.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du débat politique dans la Loire. D'ici là, prenez soin de vous, soyez prudents, respectez bien les gestes barrières. À très bientôt.